normalement, si tout va bien. On va vérifier. Ouais, parfait, c'est en ligne. On va envoyer des petits messages encore. Bon. 0 spectateur encore, c'est pas grave. Je vois que c'est vu en replay et sur YouTube. Et puis quand bien même pour moi, c'est vrai que ça me fait des archives pour mes propres activités, mon propre travail. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, conserver les carnets de notes, conserver les parties, conserver les... Quand j'étais petit, je me rappelle si ma mère a déjà ça, j'avais fait des VHS. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quand je me rappelle quand j'étais petit, j'avais fait des cassettes vidéo, des VHS. J'avais enregistré des parties de jeux vidéo que je faisais pour documenter par exemple la fin de certains jeux que j'avais fait ou bien l'état de mes sauvegardes dont j'étais fier. En connectant, voilà, en faisant une connexion particulière entre un magnétoscope et la télévision, on pouvait enregistrer la console qui passait. Donc j'avais fait des cassettes comme ça de jeux, sans me douter un jour que j'aurais de possibilité de les enregistrer comme ça live sur un écran d'ordinateur. C'est rigolo. Alors, quoi qu'il en soit, hop, ce soir, deux petites choses, alors dédiées au thème du vers, de la cadence et du rythme, qui est un thème évidemment que l'on retrouve dans beaucoup de choses créées par l'être humain. Et je voulais notamment lire cet article de Pascal Mounier, qui est en fait vraiment un petit article. Vous voyez, là c'est l'intégralité sur Kern, ça va vraiment pas prendre longtemps en termes de lecture continue, on va dire, comparé à d'autres articles que j'ai pu lire. Hello, bonsoir, merci d'être passé. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir, c'est des nouveaux trucs que j'essaye. Et donc, voilà, un article un peu court, mais que je voulais... dont je voulais parler ce soir pour deux raisons principales, trois raisons. D'abord parce que c'est un article de Pascal Mounier, qui est une collègue de Caen avec laquelle je travaille et dont j'apprécie énormément le travail, la réflexion. Et donc c'était l'occasion pour moi d'en rediscuter plus précisément. Voilà, au travers d'un sujet qui l'a beaucoup intrigué ces dernières années, puisque c'est un article qui faisait partie de sa constitution d'HDR, d'habilitation à diriger les recherches, dont je vais reparler. Et puis ensuite, parce que ça me permet d'aborder une question centrale, enfin que je juge assez centrale, c'est les relations entre les sciences du langage, la linguistique, la grammaire et les genres littéraires et la littérature en général, puisque c'est un peu l'amour vache entre ces deux disciplines. Elles étaient indissociables pendant plusieurs siècles, et puis il y a eu une division, une distinction qui s'est opérée à l'époque moderne, et maintenant on y revient différemment. Et donc je voulais en profiter pour aborder ça. Et la question du vers me permettra du coup de basculer sur la question de la cadence, du rythme dans le jeu vidéo et dans l'informatique en général. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous donner l'état de mes réflexions à ce niveau-là. Alors, déjà, parlons peut-être un peu de Pascal Mounier, donc, qui est une collègue de Caen, qui n'était pas dans mon laboratoire de recherche au CRISCO. Elle était dans un autre laboratoire de Caen qui s'appelle le LASLAR, LASLAR, qui était dédié plutôt à la littérature française de la Renaissance et de la période préclassique, donc 15e, 16e siècle. Et c'est Pascal Mounier, c'est avant tout une stylisticienne, spécialiste de l'histoire littéraire de cette époque, de la littérature humaniste, de la littérature de la Renaissance pour aller vite, mais elle s'intéresse beaucoup
à la stylistique, à la grammaire stylistique évidemment. Et je travaille en ce moment avec elle, on a eu l'occasion de se rapprocher. Alors j'ai lu un article d'elle dans un numéro de revue, un article de la revue Verbum sur la prose et la période, donc l'unité textuelle de la période, et ça m'avait beaucoup intéressé. Puis je me suis dit, vu qu'elle est, vu qu'elle est à Caen, autant lui écrire pour lui dire que j'avais apprécié son travail, qu'on se rencontre, et on s'est rencontrés. Puis de fil en aiguille, on a mis en place un projet de recherche qui va se concrétiser sous la forme d'un colloque international en janvier prochain sur le thème de la corrélation en langue française. Donc voilà, on attend les propositions des collègues pour faire le planning. Et on a eu l'occasion de discuter de ceci ou de cela, et donc elle m'a également sollicité pour deux, trois autres projets qu'elle met en place, notamment toujours en lien avec la narration, la rhétorique, les genres littéraires. Et parmi les différents articles que j'ai lus d'elle ces dernières années, parce que j'ai voulu m'intéresser un peu plus à son travail, j'ai été tombé sur celui-ci dans Réforme, Humanisme, Renaissance, donc une revue dédiée au 15e, 16e siècle, et elle a écrit sur un sujet que je trouvais très intéressant, qui était la question des romans en vers, composés vers 1500 en français. Et ça a de suite attiré mon attention pour plusieurs raisons, parce que ça permet de compléter un peu notre connaissance de la production générique de la langue française de cette époque-là, mais ça m'a aussi particulièrement intéressé puisque le 14e, 15e siècle, c'est le moment où la prose prend définitivement le pas sur le vers dans la division générique du paysage littéraire français, du moins du français médiéval, du français de la Renaissance. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a un petit moment de jeu, de jointure entre la prose et le vers à ce moment-là du temps. Et je trouvais ça assez intéressant à étudier. Alors je vais peut-être préciser certaines petites choses quand même en introduction avant de rentrer dans le détail de l'article qui sera court. Justement sur cette question des liens entre le genre littéraire et la façon dont il est écrit, de quelque façon qu'on puisse prendre la chose en fait. Puisque généralement quand on pense au genre littéraire, le paysage contemporain aujourd'hui des genres littéraires que l'on peut trouver, et qu'on demande à définir positivement ces genres, c'est-à-dire leur donner des propriétés, des qualités propres, on va avoir un classement assez hétérogène, en fait. On va avoir un classement fondé parti sur des grands principes d'écriture, des grands sujets. Par exemple, si on demande de définir quel est le roman, ce que c'est qu'un roman, on va dire, voilà, c'est une histoire suivie, qui met en scène des personnages, qui vivent des aventures. Bon. Et si on demande du coup ce qu'il oppose au théâtre, par exemple, un texte de théâtre, on va dire oui, mais le théâtre, du coup, c'est des personnages qui vivent une aventure, mais sur scène, avec une attention portée aux répliques, à l'échange, à une situation de double énonciation. Puisqu'il y a l'énonciation, l'acte d'énonciation des personnages sur scène, et il y a l'énonciation des personnages par rapport au public. Donc il y a un jeu de double énonciation qui est assez intéressant à étudier. Donc d'ores et déjà, on voit qu'on matine dispositifs de narration et principes narratifs eux-mêmes. Et quand on ajoute en disant qu'est-ce que c'est que des mémoires, qu'est-ce que c'est que de la poésie, on voit que les repères se troublent pendant très longtemps, voilà, d'une façon assez forte. Et il faut comprendre que cette définition-là, cette difficulté-là de définition générique, elle est au cœur même de notre histoire culturelle littéraire moderne, puisque le terme même de roman est en réalité quelque chose qui renvoie à l'écriture, et non pas au dispositif historiel qu'il y a dans le texte, puisqu'à l'origine, un roman, c'est à proprement parler un texte qui est écrit en langue romane,
c'est-à-dire un texte qui est écrit dans une langue issue de la Romagna, issue de la fragmentation de l'ancien empire romain d'Occident. Donc c'est-à-dire en proto-français, en proto-espagnol, en proto-italien, etc. Et c'est au fur et à mesure du temps que les caractéristiques narratives du roman se sont sédimentées vers la narration longue, mais à l'origine, le roman, c'était en fait ce qu'on appelle c'était de la littérature profane, qui s'opposait à de la littérature latine, de la glose latine, des lettres des doctes, des pères de l'Église, ou que sais-je. Bon. Et donc c'est à partir de là que ce concept de roman s'est plutôt associé à de la narration longue, et moins à du texte, par exemple, à du texte scientifique, on pourrait dire, de commentaires de textes droits, de commentaires d'œuvres bibliques, ou que sais-je. Bon. Et puis il y a aussi un deuxième aspect qui est intéressant, et c'est ça qui intrigue aussi, pour peu qu'on ait fait un peu d'histoire littéraire française, c'est le concept de roman en vers, puisque pour un médiéviste, le concept de roman en vers, c'est ça tombe sous le sens en fait, puisque à l'époque médiévale et jusqu'au XIVe, XVe siècle, le vers était le dispositif narratif du roman, de l'écrit fictionnel par définition. Il faut voir les romans de Chrétien de Troyes par exemple, qui sont le prototype français de l'ancienne langue française là-dessus, qui était écrit en vers, le roman de la Rose, la chanson de Roland, tous ces textes-là, qui sont pas tant historiques que fictionnels, ou alors apocryphes, dans le cadre des romans de Chrétien de Troyes et des Chevaliers de la Table Ronde, on les faisait en vers, et on les faisait en vers pour différentes raisons. Alors, il y avait des raisons mémorielles, on retenait mieux dans le cadre d'une oralisation de ces textes, le vers que la prose, mais il y a une raison aussi beaucoup plus précise en fait, liée justement à cette répartition des genres, puisqu'à l'époque, le vers, comme aujourd'hui, s'oppose prioritairement à la prose, c'est-à-dire au discours qui ne revient pas sur ses pas. Il faut comprendre que le vers, c'est historiquement en latin la versus oratio, et versus en latin c'est le sillon. C'est l'image du sillon que l'on fait sur un champ, et une fois qu'on arrive au bout du champ, on revient au début pour refaire un sillon. C'est ça l'image du vers qu'il y a historiquement. Et donc, cette image du sillon qui revient sur lui-même, ça s'oppose à la prosa oratio, qui est en fait le discours en prose, c'est-à-dire le discours droit, qui est notamment l'apanage à l'époque médiévale du discours divin, de la Bible. Les évangiles sont écrits en prose, puisque la parole de Dieu, la parole des évangiles, ne saurait souffrir la métrique et le retour à la ligne. Elle a l'espace qu'il lui faut. Et donc c'est tout naturellement, du coup, que les premiers écrits profanes en roman, ce qui deviendra les romans, adoptent à ce moment-là le texte en vers plutôt que le texte en prose. C'était tout naturel. Et il faut justement attendre les romans de la table ronde, et notamment des textes comme La mort, le roi Arthur, pour que voit apparaître une littérature apocryphe en prose, puisqu'il raconte en fait, qui est une sorte de nouvel évangile, pour qu'il y ait un jeu trouble qui s'opère entre la prose et le roman, et que le roman gagne du coup ses galons, sa légitimité littéraire, et devienne en prose. Et le vers, à ce moment-là, a été plutôt réservé au côté lyrique, aux odes, aux odettes, aux cantiques qu'on avait dans la Bible, qui est autant un livre d'histoire qu'un livre de chant, et de livres de chant par les histoires et réciproquement, pour qu'apparaisse à ce moment-là cette démarcation prose-vers, à compter de la Renaissance. Mais c'est une très longue gestation qui
voilà, n'est pas sans heurts et n'est pas sans retour en arrière progressif. Et donc c'est intéressant de voir que justement sur cette période clé du début 16e, fin 15e, il y a eu des tentatives de revitalisation, on va dire, de romans en vers, donc, dont nous parle Pascal Mounier. Et donc je vais lire cet article avec vous et puis comme d'habitude le commenter en chemin. Alors, un oublié de l'histoire littéraire, le roman en vers composé en français vers 1500. Donc de Pascal Mounier, Réforme humaniste Renaissance, 2018, page 111 à 115. L'article est disponible sur Cairn. Il est payant, sauf évidemment si vous avez un compte institutionnel ou un abonnement pour accéder à Cairn. Alors, l'existence d'une poignée de récits de fiction en vers composés en français aux alentours de l'an 1500 soulève de façon intéressante la question des difficultés de la constitution de corpus dans le domaine des études littéraires sur la Renaissance. Les œuvres en question étaient pratiquement toutes oubliées à partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Rarement mentionnées par les bibliographes anciens, elles restent peu étudiées, en partie seulement éditées par la critique, pas même jugées comme et en partie seulement éditées par la critique. Ça, je trouve ça également fascinant, et je m'en rends compte aussi en faisant de la numérisation et de l'étiquetage de corpus. On croit qu'au fur et à mesure du temps, après 2 siècles, on va dire, de sciences positives, si on embarque le 19e siècle avec nous, qu'on a tout découvert, que tous les textes ont été référencés, qu'on se balade dans les bibliothèques et on voit des étagères et des étagères de livres. Et pourtant, il y a encore des œuvres, y compris de notre patrimoine littéraire, qui n'ont pas intéressé jusqu'à présent et qui sont là quelque part dans des fonds de bibliothèques, qui n'ont pas été catalogués ou alors qui ont été perdus et qui ne demandent qu'à être récupérés et étudiés. Et c'est assez fascinant de voir des collègues étudier ça. Et j'avais lu il y a quelques années de ça, et j'étais assez d'accord avec ça, un linguiste américain qui disait globalement qu'il y avait deux grands types de recherches qui se menaient. Il y avait les recherches de découverte, il y avait les chercheurs qui abordaient des sujets nouveaux, qui n'avaient pas été ou peu été traités, et donc qui établissent, qui sont les premiers historiquement à s'y intéresser. Et il y a les chercheurs qui creusent, qui prennent des matières qui existent déjà, et qui vont au plus loin des connaissances que l'on a acquises, ou bien qui les réactualisent avec les connaissances que l'on a acquises. Moi, je pense à partir davantage à cette seconde catégorie. Je ne suis pas assez intelligent ni assez chevelu pour avoir des idées. Donc, je préfère aller plus loin dans ce qu'on connaît déjà et essayer d'affiner l'état de nos connaissances plutôt que d'essayer d'ouvrir de nouveaux champs. Donc les deux se nourrissent mutuellement évidemment, mais moi j'ai une certaine fascination pour les chercheurs et les chercheuses qui savent découvrir de nouveaux sujets d'études, alors que moi je me contente tout petitement de regarder ce qui s'est fait et puis dire bon là ça n'a pas été trop creusé, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Pas même jugées comme éphémères et désuètes, donc ces œuvres du XVIe siècle, elles demeurent en quelque sorte invisibles pour l'histoire de la littérature de la Renaissance, comme pour celle du Moyen-Âge. En note, elles n'apparaissent pas dans le dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires, de Montandon et Neva, qui est un ouvrage que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Donc la caducité des genres littéraires, donc la caducité, comme pour les arbres, c'est le fait de tomber, de devenir caduc. Et il y a au fur et à mesure de l'histoire de la littérature des œuvres, des genres et des sous-genres littéraires qui disparaissent, ou du moins qui deviennent minoritaires dans l'histoire littéraire d'un pays ou du monde, ou bien qui se transforment de différentes façons. Alors,
Un genre, par exemple, que j'avais étudié, dont on avait, qui disparaît pour mieux revenir, c'est par exemple l'épopée. Bon, la grande épopée antique, en France, c'est quelque chose qui disparaît au XVIIe siècle, nous disent les subsidianistes. Hein, 18e siècle, si on prend des œuvres comme certains bouts de l'œuvre de Chateaubriand, ou bien des œuvres de Marmontel, comme les Incas par exemple, qui s'approchent de l'épopée, mais ce sont des épopées en prose, ce ne sont pas des épopées en vers. Il n'y a pas eu à l'époque moderne, en France par exemple, des équivalents du chant général de Pablo Neruda par exemple, qui est un vrai chant épique en vers de la création d'une nation, de la nation chilienne, en France à l'époque moderne. Il y a des œuvres, il y a de la poésie qui s'en approche, mais les auteurs parfois se dédouanent de ce genre. Bon, alors je me rappelle d'Aimé Césaire par exemple, où on a pu voir dans sa poésie, comme le cahier d'un retour au pays natal, des bribes d'une écriture épique. La question lui avait été posée d'ailleurs, et il a mis ça de côté en disant voilà, s'il y a de l'épique, c'est plus dans son théâtre qu'on va le trouver. Mais voilà, une épopée, ce n'est pas du théâtre selon les canons génériques classiques. Bon. Donc ça, c'est assez intriguant. Et deuxième chose qui est intrigante dans cette question-là, c'est que cette période du début 6e est justement à la frontière entre la période de la Renaissance et la période médiévale, ce qui pose des problèmes de toute façon. Alors on sait que lorsqu'il y a des œuvres qui sont entre deux époques, que ce soit dans le jeu vidéo, en littérature, au cinéma, bon, on a du mal parfois à les considérer, ce sont les grandes oubliées parce qu'elles rentrent ni tout à fait dans une époque, ni tout à fait dans l'autre. Mais ça pose aussi des questions, pour moi par exemple, sur des questions de diachronie, de chronolecte, c'est-à-dire d'état temporel d'une langue. J'avais déjà abordé ça dans un trait de linguistique lié justement à l'histoire de la langue française. On a du mal à établir une borne fixe en disant voilà, en 1500, on quitte le Moyen-Âge et on rentre à la Renaissance, quoi. Ça se passe pas comme ça, il n'y a pas un conciliabule de gens vers 1500 qui se mettent dans une pièce et puis qui votent en disant bon, alors qui est d'accord pour passer à la Renaissance, qui est d'accord bon, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, mais ça crée des problèmes du coup d'identification. Comment les voir alors ? En considérant qu'elles pâtissent du fait qu'elles mettent à l'épreuve frontières disciplinaires, en voyant dans quelle mesure on peut les rattacher aujourd'hui à une forme distinctive d'écriture et en suggérant une méthode à mettre en œuvre pour les analyser conjointement. Donc, ce qui fonde 3 arguments donc ici pour réunir ces œuvres sous un même étiquette. D'abord, elles mettent à l'épreuve des frontières disciplinaires. Donc ce sont des œuvres qui sont intéressantes temporellement et génériquement. Elles sont à la frontière de 2 états de littérature de langue distincts, et elles empruntent tant à la prose par le roman qui devrait exister, que le vers par une ancienne façon d'écrire la fiction. En voyant dans quelle mesure on peut les rattacher à une forme distinctive d'écriture, donc ici nous sommes plus dans une perspective stylistique, de grammaire stylistique, et en suggérant une méthode à mettre en œuvre pour les analyser conjointement, donc plutôt une perspective académique, scientifique, pour savoir si les outils que l'on a à notre disposition pour étudier d'autres objets peuvent s'appliquer sur celle-ci. Alors, de tels récits n'entrent dans les champs d'investigation canoniques ni des spécialistes du Moyen-Âge, ni de ceux de la Renaissance. Ceux qui ont été écrits avant 1500 souffrent de la difficulté psychologique qu'il y a pour les littéraires à lever la barrière de séparation de 2 périodes, alors que les travaux des historiens de la politique et des mentalités, ainsi que plus récemment ceux des linguistes, ont largement promu une vision continuiste des changements entre 1400 et 1550. Alors ça me fait particulièrement rire, pour différentes raisons, parce que j'ai exactement le même problème avec la question du français classique, qui est ma spécialité première, donc c'est-à-dire le français du XVIIe siècle,
Sauf que le français du XVIIe siècle, et ça j'en avais parlé dans le tout premier stream que l'on peut revoir en replay sur la chronologie de la langue française, sur la périodisation du français, c'est aussi plutôt une unité ad hoc que quelque chose qui est observé en fait. Mais pourquoi est-ce que du coup les littéraires sont aussi gênés d'admettre une continuité alors que les historiens des sciences sociales et nous-mêmes linguistes, on commence tout juste à faire ça? Ben, difficulté psychologique. Alors j'aime bien le terme de Pascal Mounier, c'est vrai qu'elle y va un peu fort contre les littéraires, mais c'est vrai qu'il faut comprendre qu'en termes de littérature, et ça c'est quelque chose dont on est tributaire dans la façon dont on a chacune, je pense, étudié l'histoire littéraire française à l'école, ou à la faculté par exemple, c'est qu'on a une vision très monolithique de l'évolution littéraire et culturelle d'un pays comme la France, celle d'un ordre qui, siècle après siècle, prendrait de plus en plus d'ampleur pour atteindre un apax, une période, le période de l'évolution, et puis ensuite redescendre ou se transformer. Ça, c'est une vision héritée de l'histoire littéraire que l'on sait dater, qui date du début du XXe siècle, et qui date d'un critique qui s'appelle Gustave Lançon, qui a été le premier à vraiment établir une histoire littéraire à destination de l'éducation nationale, et qui avait une vision très particulière de la littérature française, construite en fait par siècle, à partir des révolutions culturelles, politiques de la France. C'est-à-dire que l'on a, jusqu'à l'invention de l'imprimerie, la littérature médiévale, qui est un genre de préparation de ce qui sera la grandeur de la période classique, mais qui est assimilable, si on reprend les termes de Lançon, à des textes d'enfants. En fait, il avait une vision très puérile de cette littérature médiévale. C'était comme des enfants qui apprennent à écrire, dit-il. Ensuite, on a la Renaissance, qui est un genre d'expérimentation grotesque des limites de la littérature, qui est marquée par le développement de l'imprimerie. Donc, Lançon, par exemple, déteste Rabelais, ce qui explique qu'il a fallu attendre un peu de temps pour que Rabelais apparaisse après dans les cursus scolaires, comparé à d'autres auteurs comme Montaigne, par exemple, qui est le seul auteur de la Renaissance, alors qu'il l'inclut dans la Renaissance, Lançon, mais donc qu'il considère comme étant le seul à sauver dans le système. Arrive la période classique, qui pour lui correspond exactement au règne de Louis XIV. Et donc, le règne de Louis XIV, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fastueux. Donc, la littérature du XVIIe siècle devient, à proprement parler, une littérature classique, c'est-à-dire celle qu'on étudie dans les classes, dans les salles de classe. Et donc, c'est Molière, c'est Racine, c'est Pascal, c'est La Fontaine, c'est le génie de la langue française, tout constitué devant nos yeux. Ensuite, vous avez la période romantique, donc la période pré-révolutionnaire et romantique, qui sont des imitations de la période classique, c'est-à-dire Rousseau, Diderot, Hugo, ce sont des auteurs pour Lançon qui cherchent à imiter la période classique, mais qui n'y arrivent pas tout à fait. Et puis, la période contemporaine, c'est la décadence, c'est tout ce qui s'ensuit. Bon. Et donc, ce modèle-là de l'histoire littéraire, très bien ordonné, presque téléologique en fait, positif, c'est quelque chose que l'on a encore aujourd'hui dans l'histoire de la littérature, même si évidemment on a progressé depuis cette vision caricaturale de Lançon, ou de Sainte-Beuve, Proust est passé par là, mais on s'attache encore une fois à avoir des repères très nets entre les différentes étapes de l'histoire littéraire que l'on indexe sur des grandes découvertes culturelles. Et c'est vrai que jusqu'à un certain point, il y a des choses qui se font, qui se jouent. La découverte, par exemple, des Amériques,
la révolution humaniste influence la littérature par le choix des thèmes, par le choix des styles abordés, qui sont voilà, sans commune mesure avec ce qui s'est fait avant. Et puis ensuite, la période du classicisme, et puis la révolution romantique, toutes ces choses-là permettent évidemment de tracer des lignes de force. Mais les choses ne sont pas aussi simples et on ne peut pas dire à un moment donné, il faut faire une séparation entre 1500 et 1600, entre 1599 et 1600, et s'amuser à voir absolument, et c'est ça qui est le plus dommageable, une répartition équivalente des forces de part et d'autre de la barrière du siècle. Je me rappelle, vous savez, des vieux textes critiques sur Corneille, par exemple, Pierre Corneille, où les auteurs, les critiques cherchaient à justifier le fait qu'il était un auteur classique, même si, disait-il, son style était un peu plus baroque que Racine ou Molière, et effectivement, parce que Corneille représentait l'arrière-garde d'une poésie qui lorgnait davantage du côté d'Agrippa d'Aubigné que de Racine ou de Molière. Et donc il y avait des circonlocutions pour réussir à justifier ça dans un modèle. Les historiens, comme c'est leur travail de créer des bornes, ils n'ont pas de problème pour bouger le curseur. Et j'ai parlé déjà des questions de chronologie au niveau de la linguistique historique, où on commence à voir que les changements sont un peu plus complexes que ça, et qu'on ne peut pas segmenter indûment 1400-1550, en considérant que c'est une seule et même période. Donc ça, c'est des difficultés disciplinaires, et j'y reviendrai plus tard, que l'on doit travailler, que l'on doit résoudre, puisque les linguistes et les littéraires doivent travailler ensemble, si l'on doit aller au fond du sujet. On aborde un même sujet, plus ou moins, des mêmes thématiques, mais d'une façon différente, et donc il est important pour nous de travailler de concert. Le support premier de diffusion, je reviens à l'article, étant en outre le manuscrit, que l'imprimé vienne ou non en second temps, les 16e ne sont pas très assurés pour entreprendre des analyses de fond, et encore moins des éditions critiques. Ils s'en tiennent mieux aux versions imprimées, sans s'interroger suffisamment sur la facture originelle des œuvres, et sur le choix du manuscrit, donc d'une diffusion confidentielle à l'époque du livre conquérant. Le rapport des textes à des modèles directs ou indirects pose aussi la question du partage des compétences entre les chercheurs. Même si on sait que l'originalité n'est pas un critère de composition au XVe et XVIe siècle, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir une histoire originale pour écrire un livre. On peut réécrire un texte déjà connu. La notion de plagiat n'existe pas. Encore, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la notion de propriété d'auteur, de droit d'auteur vraiment apparaisse dans les mœurs, même si c'était en gestation auparavant. Pendant toute la période médiévale, alors c'est très intéressant, pendant toute la période médiévale et jusqu'au XVe, XVIe siècle, on citait les noms qu'on donnait, c'était le nom des théories scientifiques. Ça c'était intéressant. On disait Aristote a dit que il y avait que l'être humain avait 5 sens. Platon a dit que, tel mathématicien a dit que, tel physicien a dit que. Par contre, les œuvres littéraires, les œuvres de fiction, ne sont pas considérées comme suffisamment nobles pour faire l'objet d'une citation, et du reste, les œuvres sont rarement signées. Jusqu'à un certain point, jusqu'à assez loin dans l'histoire de la Renaissance, qui commence à établir ce visage de l'humanisme justement qui signe ses œuvres, qui est propriétaire de ses idées. Auparavant, la fiction, ce sont des choses qui circulent au niveau culturel, qui passent de main en main, de roman en roman, de texte en texte, de manuscrit de rôle en rôle, de manuscrit en manuscrit, et chaque copiste d'ailleurs peut inclure son vers, sa propre version, sa petite modification, ce qui fait que l'on a tant de versions de tel roman de Chrétien de Troyes, du roman de Renard, etc. Ce qui pose alors des questions de philologie très intéressantes sur la génétique des textes, sur la version qui fut la première, etc. Mais voilà.
on aura tendance à faire revenir au Moyen-Âge une adaptation de Livin de Chrétien III, une composition librement inspirée des 100 ballades de Dame et amant de Christine de Pisan, et à la Renaissance, une adaptation de la Teseida de Boccaccio, une traduction de l'Historia des Duobus Amantibus de Piccolo Mini. Évidemment, les lacunes de la théorie des genres à l'époque n'aident pas à se repérer dans l'écheveau des productions en vers autour de 1500. Les récits versifiés n'apparaissent pas beaucoup dans les techniques de versification recensées dans les arts de seconde rhétorique. Le cas échéant, rien n'est dit des spécificités respectives du songe allégorique, des mémoires et des chroniques, ou encore des traités didactiques avec une composante narrative rédigée tout ou partiellement en vers. Le chercheur doit ainsi admettre qu'il a affaire à des œuvres frontières qui échappent à un seul périmètre disciplinaire, en plus de transcender les découpages périodiques. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que on sait encore finalement peu de choses, ou du moins, il y a des choses intéressantes à prendre en compte ici. C'est l'idée que l'on a essayé de plaquer, c'est ce que je disais un peu dans mon introduction, dans mon laïus introductif, nos genres contemporains, ou du moins des genres modernes, sur un paysage littéraire générique de la Renaissance ou médiévale qui ne les considérait pas, qui ne les entendait pas comme ça. Et vous aviez par exemple des chroniques d'histoire, le sens propre de la chronique, ou des traités didactiques qui étaient souvent rédigés comme des romans, comme des petites fictions, mais qui avaient des perspectives éducatives. Il faut vraiment s'imaginer qu'il n'y avait pas de démarcation encore très forte entre la littérature de fiction, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, et la littérature scientifique ou épidictique. On faisait vraiment une continuité entre ces différents genres, et ce jusqu'à assez longtemps. Vous avez par exemple au XVIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe, les dialogues de Rist et Eugène du Père Bouhours, connu de sinistre mémoire, puisque c'est le premier qui a établi explicitement la fameuse règle du masculin l'emporte sur le féminin en français. Donc voilà, qui a été particulièrement cité dans les débats concernant l'écriture inclusive ou non sexiste, puisque voilà, on a la genèse écrite d'une règle qui a eu une certaine fortune dans l'éducation française. Bon. Mais ces dialogues-là sont un précis de grammaire rédigé à la façon d'un dialogue entre deux personnages. C'est une sorte de pièce de théâtre dans laquelle un personnage pose des questions de grammaire à un autre, qui est un maître, et donc qui lui répond sur une forme dialoguée. Et donc on est en fait dans une perspective dialogique, un peu comme les traités philosophiques de Socrate, et qui est un modèle qui est encore vivant à la période classique. Et au Moyen-Âge, on en a partout. En fait, la moindre recette de cuisine, on a des recettes de cuisine en vers, qui se présentent sous une forme de pièces de théâtre, des traités de rhétorique, ce qu'on appelle les arts de seconde rhétorique, c'est-à-dire des textes qui expliquent comment expliquer. C'est de la rhétorique au second degré. Et donc ça, c'est des choses qui disparaissent au bout d'un moment, et il faut être formé pour pour ne pas dire de bêtises, parce qu'on ne peut pas comprendre l'objectif d'un texte si on n'a pas cet arrière-plan culturel générique qui nous aide à comprendre ces textes. Bon. Cependant, ces fictions sont susceptibles de faire l'objet d'histoires littéraires. Et ça, je pense qu'elle a raison, effectivement, c'est un point d'ancrage qui est assez intéressant. À partir du moment où on accepte de les considérer de façon conjointe, on peut y voir le respect de certains critères de composition. L'ensemble des textes possède ainsi une trame narrative substantielle, qu'elle soit de thématique sentimentale ou guerrière. Primant l'épanchement lyrique, le récit organise de faits de façon plus ou moins complexe et dans une visée d'exemplification du parcours des héros, les étapes d'une histoire. L'exemplification, c'est intéressant, puisque l'exemplum, le fait de mettre un personnage comme exemple d'une conduite à suivre, une conduite vertueuse généralement, ça rejoint la littérature croyante, la littérature religieuse, qui a des exemplum qui sont en fait des vies de saints, qui sont donnés
comme modèle à suivre aux ouailles. Hein, donc vous avez la vie de Saint-Tel, la vie du martyr Tan, voilà. Et ça c'est intéressant puisque ce sont des textes qui ont beau être religieux, qui sont composés en vers, parce qu'ils sont destinés à être récités. Donc ça fait partie des textes qui ont troublé la frontière entre littérature profane et littérature religieuse, entre prose et vers à l'époque, tout au long du Moyen-Âge. Donc c'est intéressant de voir qu'il récupère ça, néanmoins, dans ses romans en vers. Hein. Un autre point commun entre plusieurs des textes tient leur contexte de production. Des auteurs comme Octovien de Saint-Gelais, Anne de Graville et Pierre Salat. Pierre Salat que j'ai étudié d'ailleurs dans le cadre de mon premier mémoire, dans mon M1, qui évoluent dans un milieu royal ou princier, écrivent sur la commande d'un grand du royaume ou pour celui-ci. Les récits sont donc destinés à la cour, ce qui suggère que la forme versifiée constitue un signe culturel distinctif. Reprendre l'octosyllabe du roman breton du XIIe siècle pour introduire le décasyllabe au lieu de la prose pour un récit sentimental tragique en latin, est de la part des auteurs et des éditeurs un geste de promotion d'une forme plaisante et recherchée de composition en français. Alors, une petite parenthèse que vous savez déjà concernant les vers, les mètres syllabiques que l'on a dans l'histoire culturelle française. Déjà, une erreur, je fais un peu mon professeur ici, mais je suis parfois un peu agacé. Quand on compte des mètres de vers français, on ne le fait pas en pieds, on le fait en syllabes. Les pieds, c'est une façon très particulière de compter des vers dans des langues toniques comme le latin, par exemple, qui est une poésie en pieds, hein, où on va alterner notamment voyelles brèves et voyelles longues. La différence de longueur n'existant plus en français, à compter de l'époque médiévale, ou très irrégulièrement, on a pris l'habitude en français, en roman, en ancien moyen français, de compter en syllabes, hein, c'est-à-dire le nombre de voyelles. Une syllabe, en fait, c'est une voyelle avec éventuellement des consonnes autour. Et donc, il y a eu plusieurs modèles qui se sont imposés au fur et à mesure du temps. Deux d'entre eux sont propres vraiment à l'histoire médiévale jusqu'à la Renaissance, c'est l'octosyllabe et le décasyllabe. Généralement, l'octosyllabe est découpé en 4/4 et c'est propre effectivement aux romans bretons. Voilà, les grands romans de la matière de Bretagne du XIIe siècle, du XIIIe sont écrits en octosyllabe, et qui va être concurrencé pour des récits comme des gestes, comme des récits guerriers ou des épopées par du décasyllabe, c'est-à-dire des vers de 10 syllabes. L'alexandrin apparaîtra beaucoup plus tardivement. C'est vraiment une invention du XVe siècle, l'alexandrin, qui est donc, comme vous le savez, un vers de 12 syllabes, généralement découpé à l'hémistiche en 6/6. Le décasyllabe est généralement découpé non pas en 5/5, c'est assez rare, il est plutôt découpé en 4/6. 4 syllabes, 6 syllabes, plus rarement en 6/4, c'est très très rare qu'il soit divisé en 5/5. Et l'alexandrin a fini par s'imposer, notamment à compter de la période classique. Tout simplement, alors ça peut paraître un peu orgueilleux de le dire comme ça, mais l'alexandrin en fait c'est un vers de repos. C'est le vers qui imite le plus près la parole humaine française. C'est quelque chose d'assez intéressant à constater. Lorsque l'on parle naturellement, lorsque l'on fait des phrases, lorsque l'on a des tours de parole, on va intuitivement graviter autour d'un alexandrin, entre 10 et 14 syllabes. On fait naturellement des alexandrins en parlant. C'est pour ça que le théâtre en vers type alexandrin va si bien marcher à compter du XVIe, XVIIe siècle, et qui va finir par mourir, mais il faut attendre le XIXe, début XXe siècle pour qu'il meure vraiment. Cyrano de Bergerac est encore en alexandrin, hein, au début du XXe siècle, parce qu'on n'a pas l'impression d'écouter du vers quand on lit un alexandrin. Et quand l'alexandrin est bien prononcé, c'est de la poésie qui est vraiment quasiment proche, identique à la parole humaine, et c'est au niveau du souffle, au niveau de la cadence. C'est pour ça que l'alexandrin s'est imposé. À l'époque, l'octosyllabe ou le décasyllabe, c'est un geste d'écriture recherchée. C'est propre à la matière de Bretagne, c'est propre aux grands romans de la tradition française, et donc c'est une forme, c'est la forme poétique par excellence.
Donc ça, c'est intéressant. Les récits en vers en question apparaissent donc comme les représentants d'un genre, en l'occurrence le roman, même si, sauf exception, ils ne se définissent pas comme tels et que s'ils le font, il faut confronter la typologie des formes d'écriture de l'époque à celle que l'histoire littéraire invite a posteriori à adopter. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, tout est intéressant, évidemment. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement cette question de texte qui se définit comme tel. C'est très fréquent, à compter de la Renaissance, que sur la page de garde d'un texte, lors de la création des imprimés, en fait, lorsque l'imprimerie commence vraiment à se répandre et que le livre prend la place du codex ou du manuscrit, les auteurs pilotent génériquement le texte qu'ils sont en train d'écrire. Fables facétieuses, romans plaisants, épopées en vers, ça donne des titres à rallonge. Mais ça, c'est intéressant puisqu'on voit que l'on est en train du coup de se positionner génériquement. Et c'est un travail d'auteur, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, la démarcation générique, c'est généralement des questions d'éditeurs, puisqu'il y a des questions marchandes derrière. On market un livre comme un roman, comme des mémoires, comme un essai, parce que l'on sait que ça va parler à un certain public, ça va se positionner dans le champ littéraire avec d'autres œuvres contemporaines qui répondent au même genre, et l'auteur finalement ne va pas nécessairement diriger, piloter le texte. Pendant très longtemps, non, c'est vraiment un concept particulier de l'auteur de diriger son texte en disant ça c'est un roman, ça c'est de la poésie, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et donc ça nous donne des pistes intéressantes pour classer les œuvres, nous en tant que chercheurs, en tant que chercheuses, mais il faut aussi veiller à ne pas faire une superposition un contre un et retenir, comme on l'a dit plusieurs fois, que ce n'est pas parce ce qu'on appelle un roman aujourd'hui, c'est pas ce qu'on appelait un roman il y a 500 ans. Hein. Il y a des lignes, il y a des pierres de touche, il y a des frottements entre les éléments, et il faut les prendre en compte. Bon. La démarche comparative invite alors à rapprocher certaines œuvres et à étudier de manière approfondie les points de convergence qui se dessinent entre elles. Nous nous proposons dans cette perspective, pour notre part, d'isoler 6 d'entre elles, dans le cadre d'un mémoire inédit d'une habilitation à diriger les recherches. Pardon. À savoir, alors, habilitation à diriger les recherches que Pascal Mounier a soutenu l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, après cet article en tout cas, et elle a été nommée professeure de l'université à l'université de Grenoble. Alors le confinement a fait qu'elle est encore à Caen, donc j'espère pouvoir la revoir avant son départ, lorsque l'on pourra, l'école sera finie, parce que le confinement crée des difficultés d'organisation, mais j'aimerais bien la revoir avant qu'elle parte à Grenoble, et puis de toute façon on aura l'occasion de se revoir plusieurs fois pour le travail, mais voilà. Donc félicitations encore à elle pour son HDR. Donc, Octovien de Saint-Gelais, l'histoire de Euryalus et Lucrèce, vrais amoureux, entre 1488, un ou plusieurs manuscrits. Nous indiquons ici ensuite, après le titre de Lovelabat, précis ou approximatif, de l'achèvement de la rédaction du manuscrit le plus ancien ou de publication de l'éditio Princeps, c'est-à-dire le Princeps, la première édition retrouvée. Un ou plusieurs, première édition, Kirka, 1493. Donc là, on est vraiment fin 15e. J'aime bien ce concept des vrais amoureux, qui laisse sous-entendre qu'il y a les faux amoureux, mais c'est vrai que c'est un trope du roman courtois, aussi du roman médiéval, les vrais et les faux amoureux. Bon, c'est quelque chose on ne badine pas avec l'amour, comme dira un poète plus tard. Antitus Fort, l'histoire de deux vrais amants, Euryale et Lucrèce. Donc encore la même histoire, variation de la même gamme. 1478-1490, 8 éditions, jusqu'en 1537, donc ça a été édité quand même assez tardivement encore. Les 100 rondeaux et 5 avec avant, une œuvre anonyme, écrit avant 1500-1512, on a 5 manuscrits, 11 éditions de 1527 à 1550. On a là effectivement un texte assez tardif, puisque 1550 c'est la date
de la première édition des Essais de Montaigne. Donc on est vraiment dans... donc qui à l'époque, la première édition des Essais de Montaigne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le livre 1, hein, puisqu'il y aura ensuite un deuxième livre en 60, la deuxième édition, c'était dans les années 70, si je me rappelle bien, 1570, avec, qui compose en fait surtout l'apologie de Raymond Sebon sur la demande du père de Montaigne. Et la troisième et dernière édition date de 1580, et l'édition de Bordeaux un peu après, voilà, avec un peu de caviardage, de modifications, mais qui est une édition qui aujourd'hui fait référence. Anne de Graville, le beau roman des deux amants Palamon et Arquita, et de la belle et sage Emilia, vers 1522. Pierre Sala, le bon chevalier au lion, ou le fils au bon roi urien Messire Yvain, hein, le fameux Yvain chevalier au lion. Pas d'édition, seulement des manuscrits, mais 1519. Et Antoine Prévost, l'amant déconforté cherchant confort parmi le monde, contenant le mal et le bien des femmes, avec plusieurs précis et documents contre l'amour, 1529, 1530, 1536, 1539. Là, on voit qu'il en avait gros sur la patate. Là, il en a gros sur sa patate, là, Antoine Prévost. Là, il fait un livre contre l'amour, contre les femmes, que d'abord les femmes, elles sont pas gentilles, alors que moi, je suis un bel amant. En fait, c'est un texte nice guy avant l'heure. C'est génial. Comme quoi, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Je sais pas s'il y a des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, mais dans le cadre d'une histoire du féminisme ou de la masculinité, ça peut être intéressant à consulter peut-être. Le corpus ainsi constitué rassemble des compositions originales et des adaptations produites, donc pas seulement publiées pour la première fois, entre environ 1488 et environ 1529. Donc on est sur un empan de une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans. Ces romans sont destinés à l'aristocratie. Ils proposent de revisiter le patrimoine national plus ou moins ancien, ou de découvrir des productions italiennes plus ou moins récentes. Ils ont en outre un sujet majoritairement sentimental, et construisent une réflexion sur l'amour sans recourir à l'allégorie. Ça c'est intéressant par rapport à la tradition médiévale, où prototypiquement le roman de la rose, hein, et le roman allégorique par excellence sur l'amour. Bon, là on n'est pas ici, on n'est pas dans cette veine-là. Les dialogues entre les personnages et les commentaires narratoriaux en première personne prennent à plusieurs reprises un ton didactique. Donc il y a de l'intervention à la première personne, à la P1, des narrateurs dans leur texte. Ces premiers éléments tendent à faire émerger un sous-genre parmi la production narrative en vers de la période, le roman sentimental de type curial. Alors, ce qu'on appelle le type curial, dans la tradition littéraire, vous savez peut-être pas, c'est à proprement parler le style de cure, alors qu'il ne faut pas entendre comme le style religieux, mais un style plutôt proche au style de droit, ou du style didactique ou épidictique, c'est-à-dire caractérisé notamment par les listes. C'est un genre littéraire où vous savez que le Moyen-Âge a une obsession pour les inventaires et les listes, pour les index, et donc on fait des listes complètes, des listes complètes à propos de tel ou tel phénomène, du nom des plantes, du nom des dieux, du nom des livres, etc. Et donc là, le roman sentimental de type curial, c'est roman sentimental dans lequel on a des passages dans le roman de la rose comme ça, on fait des listes de tous les types d'amants, de tous les types de sentiments amoureux, l'amour dépité, l'amour déconforté, l'amour passion, l'amour violent, l'amour ceci, l'amour cela. Bon. Et donc on fait une liste complète de tous les types d'amour avec un commentaire. C'est ce qu'on appellera le type curial. Ça donne une écriture intéressante qui est intrigante du point de vue linguistique, puisque ça nous donne une porte d'entrée, surtout dans cette période-là, qui est moins propre à l'emballement de la période en tant qu'unité littéraire, c'est-à-dire avec moins de flonflon, moins d'exemplification, de métaphores, d'allégories très lourdes. On est sur quelque chose justement de beaucoup plus direct, qui, on pense, au niveau de l'histoire de la langue, nous donne un accès à une langue plus proche des habitudes du temps, de la langue du temps. Donc c'est très intéressant d'étudier au niveau linguistique ces types de textes. Notre enquête devra déterminer l'ensemble de ces caractéristiques, ce qui supposera de combiner plusieurs disciplines.
discipline, pardon. La poétique des genres pour étudier le rapport entre roman, lettres, dit et recueil lyrique. Donc le dit, c'est le dialogue en fait. C'est un dialogue entre personnages. Hein. Le dit, c'est un genre médiéval qui a connu une très grande fortune et qui est tombé en désuétude. La bibliographie matérielle et l'histoire du livre pour mieux cerner date et auteur et comprendre les enjeux socio-culturels des modes de production et de diffusion des œuvres, et stylistique et linguistique pour analyser le fonctionnement de l'écriture versifiée et les rapports de celle-ci avec la narration. Alors, c'est là où je voulais aussi évoquer cette proximité entre stylistique et linguistique, parce qu'elle va de soi sans aller de soi. C'est ça qui est intéressant. À l'origine, alors vous le savez peut-être, mais c'est toujours bon de le rappeler, que finalement la linguistique en tant que science constituée, les sciences du langage en tant que science constituée, c'est une discipline qui est incroyablement récente dans le spectre des connaissances humaines, puisque ça s'est vraiment stabilisé dans le courant 18e, 19e siècle. Avant cela, on ne faisait pas de la linguistique, on faisait autre chose sur le travail de la langue. On faisait de la grammaire, on faisait de la stylistique, on faisait de la poétique, mais on ne réunissait pas toutes ces sciences, ou toutes ces perspectives-là dans un enjeu du type science du langage. Généralement, on disait on faisait de la grammaire, mais il faut comprendre que la grammaire, ça avait une perspective très liée avec les sciences littéraires et donc avec la stylistique. C'était l'art d'écrire pour convaincre, pour produire du beau, et ainsi de suite. La grammaire, dans l'échelle des sciences de la Renaissance et de l'époque médiévale, c'est une discipline qui prend place à côté de la rhétorique. La rhétorique, c'est savoir écrire pour convaincre. La grammaire, c'est savoir écrire pour notamment atteindre le beau, pour produire un effet. Hein, dans des traités de grammaire, on a cette idée-là. Et à ce moment-là, on est très proche de la poétique. Et au fur et à mesure du temps, en fait, la linguistique s'est extirpée, notamment par l'intermédiaire de l'étude des tropes et des figures de style, qui a nécessité de faire de la sémantique, et donc c'est par la sémantique qu'historiquement la linguistique s'est vraiment constituée comme science à part entière, en prenant un peu de philosophie, en prenant un peu de syntaxe, mais c'est surtout à partir, par exemple, du dictionnaire des tropes de Dumarsais au XVIIIe siècle qu'on a vraiment eu cette extirpation, hein, qu'on s'est extirpé des sciences littéraires. Et là, la stylistique, du coup, s'est cantonnée à faire de la littérature, et la linguistique s'est cantonnée à faire de la langue. Mais c'était un peu les frères ennemis, parce que pour faire de la linguistique, pendant très longtemps, on avait besoin évidemment d'avoir accès à des textes. Hein, la notion d'oral, d'étude de l'oral en linguistique, c'est encore plus récent, puisqu'il faut attendre l'invention du magnétophone, qui a été, et ça c'était Queneau qui l'avait dit très justement, une révolution pour les linguistes aussi fort que l'imprimerie le fut pour l'histoire du livre. Parce qu'avec le magnétophone, on enregistre, on peut réécouter, on peut comparer, on peut mesurer. Donc, enfin, on avait un accès à l'oral. Bon, mais avant cela, on était bien obligé de travailler sur de l'écrit, sur des textes. Et quels sont les textes dont on connaît le mieux l'origine, les versions, les brouillons, que l'on peut comparer sans souci aucun? C'est les textes littéraires. Le problème, c'est que la littérature, c'est pas la langue de l'époque, ça j'en ai déjà parlé plus d'une fois. C'est une langue qui est travaillée, qui est archaïsée, qui s'installe dans des canons de beauté particuliers, et donc qui distord son identité de langue, son identité de discours, pour atteindre une certaine perspective. Bon. L'exemple que je donne très souvent, c'est par exemple l'emploi du passé simple. Personne, depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe, en parlant, n'utilise le passé simple. C'est un temps qui est archaïque, qui a été remplacé dans les grandes longueurs au niveau de ses emplois temporels, aspectuels, modaux, par l'imparfait et le passé composé. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à l'apprendre? Pourquoi est-ce qu'on nous embête aussi fortement à l'école pour apprendre le passé simple? Parce qu'on va le trouver dans la littérature. Le texte écrit, ou l'imitation du texte écrit, c'est surtout là qu'on va trouver du passé simple. Bon. Mais du coup, si
on, on éliminait, s'il disparaissait du jour au lendemain tous les enregistrements audio de la langue française depuis 50-60 ans, voilà, et qu'on n'avait plus accès qu'à de la littérature, bah, les linguistes du futur pourraient croire que le passé simple était un temps surreprésenté à notre époque, alors que pas du tout. Donc, du coup, il y a cette idée de la linguistique nous aide à mieux comprendre les textes de l'époque, mais on a besoin de la stylistique pour comprendre à quel moment il y a un effet de style à proprement parler, et donc il y a une distension entre la langue de l'époque et un effet recherché pour construire le beau. Et à l'inverse, la stylistique a besoin de la linguistique, puisque c'est la linguistique qui donne les critères qui lui permet d'observer les phénomènes et de donner du métalangage et de donner des procédures de description de phénomènes qui sont parfois très précis et qui nous permettent vraiment d'accéder au cœur du texte et de sa perspective littéraire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, dans les concours, notamment les concours d'agrégation du CAPES, dans l'épreuve de langue moderne, il n'y a plus d'épreuve de stylistique, simplement il y a une épreuve de grammaire stylistique. Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que les candidats, les candidates faisaient de la stylistique à l'instar d'un commentaire littéraire en fait. Mais la stylistique, c'est pas ça. La stylistique, c'est vraiment utiliser les enjeux, les outils de la linguistique dans un enjeu littéraire. Et donc, il faut matiner les deux. La grammaire de texte, j'en parlerai un peu, donne une porte d'entrée dans cette problématique, dans la façon de coordonner ces deux sous-disciplines entre elles. Plus, en fait, la grammaire stylistique lorgne vers la linguistique en partant de la littérature. La grammaire textuelle va vers la stylistique en lorgnant du côté de la linguistique. En fait, on va finir par se rencontrer à un moment donné à mi-chemin, mais c'est juste qu'on part pas de la même façon et on essaye de décrire le même objet. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que je trouve toujours très stimulant dans la recherche. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche surtout partout, dans toutes les disciplines, de toutes les façons possibles. C'est que les objets ne changent pas, mais notre rapport aux objets, notre regard sur les objets change en fonction de là où on parle. Et personne n'atteindra jamais la vérité sur l'objet. C'est inaccessible, mais tous ensemble, on parvient à faire des modèles qui nous permettent d'approcher de la vérité de l'objet. C'est des asymptotes par rapport à une courbe, et on ne touche jamais la courbe. Ou alors, juste vraiment un tout petit point, et puis ensuite on s'en écarte. Mais plus on modifie les angles de vue, plus on parviendra au moins à deviner la forme de l'objet. Et ça, c'est intéressant. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Que l'on soit médiéviste ou seiziémiste, on mesure dès lors l'intérêt d'accepter d'approcher des œuvres en marge de l'histoire du roman, comme de celle de la poésie, en mettant en œuvre une démarche décloisonnant des disciplines. Le fait de mobiliser autant que possible des compétences diverses sans renoncer au savoir et aux outils que chacune d'elles mobilise spécifiquement permet de rendre visible une forme d'écriture produite dans le contexte culturel et idéologique des règnes de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Encouragés par la famille royale ou les princes, les auteurs concernés, secondés par des copistes, illustrateurs et éditeurs audacieux, cherchent à inventer un roman en français noble, parce que non prosaïque, en prenant pour modèle la poésie plutôt que l'histoire. Avant que les libros de caballeras, les romanzi et les novelas sentimentales ne soient traduites en français en prose avec le soutien manifeste du roi, ils expérimentent la rénovation des formes françaises variées et l'importation d'œuvres italiennes sans équivalent thématique et générique nationaux. Aussi récent soit-il, le phénomène mérite d'être mis en lumière, il a existé. Ça aussi, on termine là-dessus avec ce rappel qu'on a du mal à... On l'oublie de temps à autre, ou bien certains veulent l'oublier, ils ne le savent pas, mais l'histoire culturelle française, avant d'être envahie, selon certains, qui par les Américains, qui par les Britanniques, ou que sais-je, c'est avant tout un transfert culturel majeur, surtout à l'époque de François Ier, entre la France et l'Italie. Il faut comprendre que Montaigne a fait avant les mémoires un récit d'un voyage en Italie
qui a profondément inspiré après l'écriture des mémoires, notamment en revenant dans une veine néo-socratique, voilà, propre au Quattrocento et puis aux œuvres culturelles italiennes du XVe siècle. Du Bellay sera ambassadeur à Florence auprès de la cour d'Italie. François Ier est un mécène, paye Léonard de Vinci pour qu'il vienne en France. Bref, là, il n'y aurait pas de culture de Renaissance française sans Renaissance italienne. Et on a énormément bénéficié de l'influence italienne, et on a énormément été influencé après, à la fin 16e, début 17e, par la culture espagnole, qui subit lui aussi sa renaissance, une aura vraiment de puissance culturelle très forte, dont une des figures clés serait par exemple Cervantes, dont le style crée l'histoire littéraire moderne. Bon. Donc, finalement, j'ai réussi, à force de digression, de parler 1 heure sur ce petit article de 4 pages. Donc je redonne le titre, L'oublié de l'histoire littéraire, le roman en vers composé en français vers 1500 de Pascal Mounier, dans Réforme, Humanisme, Renaissance, page 111 à 115, sur un sujet donc qui est assez intéressant et donc qu'elle a traité en long dans son HDR, dans son invitation à diriger la recherche, et qu'elle traitera encore à l'avenir. Je sais qu'elle prépare une journée d'études sur le roman en vers français. Donc j'ai vu passer l'annonce et je pense faire quelque chose moi-même, sans doute sur Scarron. J'ai pas encore arrêté le texte sur lequel j'allais travailler, mais je pense travailler sur des épopées en vers de Scarron. Et donc un sujet très intéressant, ma foi, que j'espère vous a intéressé. Alors ça change, c'était pas de la linguistique pure, c'est plutôt de l'histoire littéraire matinée de grammaire stylistique, mais les liens entre linguistique et littérature sont des choses qui sont déterminantes pour la discipline des sciences du langage, même si un certain nombre de collègues veulent se débarrasser de cette influence-là, et à raison. Moi, c'est par la littérature que je suis rentré en sciences du langage, et donc c'est un arrière-plan intellectuel que je garde avec moi, même si je travaille sur du texte de droit, des recettes de cuisine, sur des notices, voilà, j'ai eu travaillé sur plein de textes différents, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Bien. Bon, dans la première moitié du stream de ce soir, j'espère que ça vous a plu. Hop, je vais préparer la suite. Hop, tac, merci. Tac, on va faire pause ici et on va lancer le jeu de ce soir. Que je n'ai pas refait depuis quelques temps, mais que je voulais faire avec vous. Hop, Game Capture, très bien. Il s'agit de One Finger Death Punch. On va augmenter un peu. Alors, One Finger Death Punch est un jeu de Silver Dollar Games sorti en... Quelle année? Je vais vérifier ça très rapidement. Je crois que c'est 2011. Le premier épisode. 2013. Et il y a eu un deuxième épisode sorti en 2019. One Finger Death Punch, c'est un jeu d'un développeur que je connaissais avant, qui avait fait un jeu sur Xbox Live Arcade qui était très caractéristique de cette période du XBLA, du Xbox Live Arcade, qui était donc une plateforme proposée par Microsoft pour permettre à des petits jeux indépendants, voilà, de se vendre et de se faire connaître. Et ils avaient fait un jeu qui s'appelait No Luca No, qui était un concept assez intéressant. Vous essayez de manger des céréales, donc vous êtes en vue à la première personne, avec un bol de céréales devant vous, et arrive un chat noir qui veut laper dans votre bol, et qui s'appelle Luca. Et avec une touche, en fait, de la manette, vous devez repousser le chat, en disant no Luca. Et le chat revient
No Luca. Luca, no. No Luca. Et vous faites ça ad vitam aeternam jusqu'à ce que vous ayez le plus grand high score. Et en sachant que voilà, si vous le faites trop tôt ou trop tard, bah vous perdez quoi. Donc c'est vraiment un jeu c'est très con. Comme je me rappelle avoir passé quand même des soirées entières, bien plusieurs heures avec Jean-Baptiste Jarreau, JB, l'un de mes meilleurs copains, chez lui sur sa couchette à boire des bières et puis à jouer à No Lucano, à essayer de battre notre high score. C'est c'est très c'est très hypnotisant comme type de jeu. Et donc ils ont fait One Finger Death Punch quelques années plus tard, qui est vraiment peut-être leur jeu qui a connu le plus grand succès. Le principe de One Finger Death Punch est assez simple. Vous êtes un maître du kung-fu qui est en quête pour devenir le plus grand joueur le plus grand combattant de tous les temps. Et donc le style du jeu emprunte, vous allez le voir, le concept des Ciao Ciao, des petites animations de l'époque d'Internet, où on voyait des petits bonhommes bâtons en train de se battre dans voilà, vue de profil, avec des mouvements qui s'inspiraient des films d'arts martiaux, de Bruce Lee, de Jet Li, de toutes ces choses-là. Sauf que le gameplay en fait est assez simple. Alors vous voyez devant moi, je suis en train de donner des coups de pied, des coups de poing, de prendre des objets, d'envoyer des objets, de me battre contre des boss. Bon, mais en fait, tout se contrôle avec un seul bouton, enfin deux, le bouton gauche et le bouton droit. Parce que le principe du jeu, c'est One Figure Death Punch. Donc on a besoin que d'un bouton pour faire pour jouer au jeu. Au fur et à mesure de l'aventure, le jeu devient de plus en plus rapide. Hein, et on a de plus en plus d'ennemis à affronter. Donc on a accès à des habilités que l'on débloque au fur et à mesure, qui nous donnent plusieurs types d'avantages sur nos ennemis. Il y a des petites stratégies qui se mettent en place. Et c'est un jeu que je trouve vraiment très intéressant pour tout un tas de raisons. Alors déjà parce qu'il il a un sens de l'humour que je trouve assez décapant. C'est un gros fantasme d'enfant ou d'adolescent. Moi je me rappelle quand je voyais des films de Jackie Chan ou de Kung Fu, évidemment, dans la cour de récré ou dans la chambre, on est en train de refaire des mouvements et puis de se prendre pour Sangoku dans Dragon Ball, évidemment. Donc il y a une certaine délectation à jouer à ça. Et puis il y a aussi ce côté épuration du gameplay dont j'avais parlé jadis sur ludographie comparée, que je trouve très intéressant en fait. Parce que on a quelque part ici une sorte de réduction de ce que serait un jeu vidéo en fait. Vous avez un jeu, les premiers jeux d'arcade que l'on avait voilà, à l'époque fin des années 70, début des années 80, juste après la commercialisation de Pong en salle d'arcade, était généralement réduit à leur plus simple expression. Vous aviez un écran, un levier, un bouton. Vous n'aviez guère plus en fait. Ce n'est... Alors, déjà à l'époque, il y avait des jeux d'arcade qui étaient un peu plus complexes au niveau de leur maniement. Mais la plupart étaient d'une simplicité assez désarmante.
Mais je trouve ça assez intéressant, la façon dont euh, One Figure Death Punch réduit en fait la l'essence même du jeu vidéo à un geste aussi banal qu'appuyer sur une seule touche pour faire tous les mouvements possibles et inimaginables. Que ce soit sauter, prendre une arme, utiliser l'arme, éviter un ennemi, taper l'ennemi, etc. etc. Dans quelle mesure un jeu comme One Figure Death Punch devient représentatif de l'histoire du jeu vidéo, en fait. Il y a une sorte de pureté de la ligne qui m'avait à l'époque énormément plu et que je prends toujours un grand plaisir à retrouver. Alors, je l'ai jamais fini celui-ci ou son suivant à 100% parce que le jeu à la fin peut être assez traître en termes de timing, je vais y venir après. Et il y a énormément de niveaux. Hein. Ce ne sont pas des jeux... Ce sont des jeux simples en apparence, certes, mais qui demandent voilà, plusieurs heures de jeu. Je crois que le 2, j'ai dû mettre quelque chose comme une dizaine d'heures pour le finir. Il est disponible sur Steam, il est disponible sur Switch, il me semble, sans doute sur Xbox et sur PlayStation. Et c'est un jeu voilà, qui peut être très répétitif, évidemment par nature, mais tous les jeux vidéo sont répétitifs jusqu'à un certain point. Ça c'est quelque chose aussi que je développe beaucoup dans ma pensée vidéoludique, si je puis dire, parce qu'à ce stade-là, je pense que je peux me permettre de m'appeler comme ça, avec bientôt un livre qui sortira que sur le jeu vidéo. Là aussi, chut, je vous en dis rien avant que ça soit signé et tout, mais d'ici quelques mois, je pense, ou d'un an, vous me lirez... je l'espère, sur le jeu vidéo, en plus de me lire sur la linguistique, si vous me lisez sur la linguistique. Et il y a cette idée que je trouve très intéressante, en fait. Il y a quelque chose que je trouve très fascinant dans ce jeu, qui m'a toujours accompagné depuis le temps que je joue aux jeux vidéo, mais que je trouve ici exprimé à sa meilleure, à sa plus grande expression, c'est la notion de rythme, de cadence. Et c'était lié justement à cette idée de vers, et c'est pour ça que j'ai mis ce jeu avec la lecture de l'article précédent. C'est cette idée que chaque jeu vidéo possède un certain rythme que l'on ressent dans sa chair quand on joue, et vous avez des jeux qui vous imposent de trouver un rythme pour les réussir. Et ce ne sont pas bizarrement les jeux de rythme, ou du moins pas en première instance. C'est ça aussi qui est très intéressant. Alors déjà, cette idée-là, c'est une idée qui commence à être développée du côté notamment de la phénoménologie du jeu vidéo, qu'un chercheur comme Mathieu Triclot, que vous connaissez peut-être, qui a notamment écrit une philosophie du jeu vidéo, qui a été abondamment commentée et acheté à l'époque, un livre très intéressant par ailleurs, s'intéresse sous le titre de rythme analyse. Hein, il enregistre les inputs que font les joueurs et les joueuses dans tel ou tel jeu afin de voir s'il y a des dynamiques particulières de jeu en jeu ou de joueur en joueur qui apparaissent, et je pense que c'est une piste très intéressante, et j'ai hâte que justement le dit livre sorte pour qu'ils puissent voir le modèle que je développe et qui, je pense, se prête beaucoup à ce type de recherche. Et donc, il y a du rythme dans le jeu vidéo d'une façon assez évidente. En fait, il serait surprenant que le jeu vidéo n'ait pas de rythme, en fait.
Le surprenant, c'est pas que le jeu vidéo est un rythme, le surprenant, ça serait que le jeu vidéo n'en est pas. Ah, Blue Steel. Donc là, par exemple, j'ai débloqué... Oh. Ça, c'est cool, ça. Donc on développe des petites capacités secrètes. Hein. Donc, on peut en avoir 3 qui nous permettent, par exemple, voilà, de tuer tous les ennemis. Hop, on va l'activer, qui nous donne des armes, qui nous donne des capacités particulières. Bon. Moi, je trouve ça assez perturbant, assez intéressant. J'ai jamais réussi, même avec tout ce qu'on me donne comme option, à finir le jeu à 100%. Il est vraiment très très compliqué. Et il y a beaucoup de niveaux, comme vous le voyez. Un seul coup. Là, il faut pas que... Hop, je me concentre un peu ici pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Et donc, les jeux vidéo ont des rythmes. Mais comment calculer ce rythme et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un jeu vidéo a un rythme? Une comparaison avec un rythme game, avec un jeu de rythme, ce qu'on appelle à proprement parler un jeu de rythme, est sans doute assez intéressant. Un jeu de rythme comme un Dance Dance Revolution, Bust a Groove, Beat the Beat, Rhythm Paradise, généralement se construisent de la même façon en vous demandant de suivre une chanson et grosso modo de marquer le tempo. Il y a des éléments plus ou moins élaborés dans les jeux de rythme en fonction du type de jeu, des guitares ou banderos, que ce soit avec un tapis de danse, avec des maracas comme Samba de Amigos, que ce soit avec des tam-tams comme Donkey Kong, des tambours ou que sais-je, mais grosso modo, le principe général est le même. Question étant, que se passe-t-il dans un jeu lorsque l'on vous demande de respecter un rythme, mais sans qu'il y ait de musique particulièrement rythmée derrière? Et donc à ce moment-là, il y a d'autres éléments qui apparaîtront et qui vous permettront de capturer ce rythme. Ici, par exemple, dans One Finger Death Punch, c'est la vitesse d'arrivée des ennemis qui permettent d'avoir une idée du rythme du jeu. Et vous voyez, au fur et à mesure du temps que l'on va faire des niveaux, que le rythme des niveaux va aller s'accélérant. Raison pour laquelle, au bout d'un moment, le jeu devient très compliqué, puisque je ne suis pas quelqu'un qui a un sens du rythme particulièrement élevé, on va dire, ou du moins pas aussi développé que d'autres personnes de ma connaissance. Bon. Mais tous les jeux ont jusqu'à un certain moment une façon d'influencer sur le rythme d'apparition de leurs éléments mobiles, sur la vitesse que l'on demande aux joueurs d'avoir pour surmonter les différents pièges, sur, on va dire, la dynamique générale, l'engagement général que l'on peut avoir vis-à-vis de sa matière. L'un des jeux sur lequel cela m'avait le plus marqué, il y a de cela quelques mois de cela, j'en avais parlé aussi sur Gros Pixel et sur mon blog notamment, c'est Dark Souls, le premier Dark Souls. Dark Souls est un jeu dont la répétition de difficulté évidemment ne se fait plus en fait. On connaît maintenant voilà sa proverbiale difficulté. Mais en le faisant moi-même, je me suis rendu compte en réalité que sa difficulté venait vraiment d'une série très limitée d'éléments. Et une fois que vous les avez repérés,
le jeu devient immédiatement beaucoup moins difficile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il en devient facile, mais il devient beaucoup moins difficile. Quels sont, pour moi, les 3 éléments qui fondent la difficulté d'un jeu comme Dark Souls? Le premier, c'est la façon dont le jeu a de jouer avec la force de l'habitude des joueurs, notamment les joueurs et les joueuses qui auraient une certaine habitude des jeux d'action-aventure. Par exemple, en cachant des ennemis ou des pièges dans des endroits où on aurait d'ordinaire point eu ce type de difficulté dans un autre jeu. Je pense l'un des cas les plus connus qui a fait école, c'est les mimiques. Ces coffres issus de l'univers de Donjons et Dragons, qui sont des monstres qui prennent l'apparence de coffres, qui sont dans des endroits dans Dark Souls qui sont inoffensifs, qui paraissent inoffensifs, pour mieux nous surprendre. C'est les ennemis que l'on va, par exemple, cacher derrière des murs ou des coins de murs, en dehors de notre champ de vision, quand on rentre dans une pièce. Par exemple, on est attiré généralement vers un élément brillant qui se situe à un coin de la pièce, sans se douter un seul instant qu'il y a un ennemi dissimulé dans l'ombre, à côté, à gauche et à droite, que l'on ne voit pas, et qui est là pour nous punir si on ne fait pas attention à ce qui se situe dans nos angles morts. Bon, ça c'est quelque chose également qui est assez rare finalement dans ce type de jeu d'action-aventure, ou du moins qui n'était pas aussi bien représenté à l'époque du premier Dark Souls qu'il l'est aujourd'hui. Et donc ça rend le jeu difficile. Le troisième élément, effectivement, qui peut rendre le jeu difficile, c'est la façon dont le jeu, en fait, les ennemis, ne nous enlèvent pas des quantités déterminées de vie, mais plutôt des pourcentages de barres de vie. Ce qui fait que la moindre erreur peut nous conduire très rapidement à la mort, même si on est bien équipé, même si on a de bonnes armes et de bonnes armures. Le premier des zombies est capable de nous tuer même à la toute fin du jeu, puisque un coup nous enlève non pas 10 ou 15 points de vie, mais 10 ou 15% de notre barre de vie. Et donc, quelle que soit sa taille, finalement, cela ne sert à pas grand-chose. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les premières fois dans Dark Souls, on a tendance à augmenter tout d'abord sa barre de vie en pensant que ça nous fera tenir plus longtemps dans l'environnement hostile, alors qu'en réalité, il est un meilleur calcul d'augmenter son attaque ou voilà, son agilité, sa résistance, plutôt que sa vitalité. Bon, à part si on veut équiper tel ou tel équipement qui a besoin d'une certaine vitalité pour être utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 choses-là, ces 3 pôles de difficulté, qui sont réels et qui demeurent même pour les joueurs les plus assidus, moi-même qui ai vraiment fait... Wow. Vous êtes bien agressifs les enfants. Qui est vraiment fait le jeu à 3 reprises. Enfin, j'ai fait 3 loops de difficulté. À la fin, j'arrivais à tuer Smog et Orstein, donc qui sont 2 des boss les plus connus du jeu pour leur difficulté, tout seul et sans mal en mode difficile. Enfin, dans mon deuxième loop... Ah mince. Quand on perd, la vitesse du jeu diminue, ce qui nous permet de retenter le stage avec avec une meilleure chance. Donc ces 3 pôles de difficulté peuvent en réalité être court-circuités, ou du moins être considérablement amoindris, lorsque l'on comprend le rythme du jeu. Le rythme, c'est-à-dire la façon dont les ennemis se comportent, leur vitesse d'action,
lorsque l'on est actif face aux ennemis plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Généralement, l'agressivité est récompensée dans Dark Souls, alors que l'on s'attendrait justement à ce qu'il faille jouer d'une façon plus prudente pour arriver. Ah, j'ai perdu à la fin du stage. C'est difficile de parler de jeu en même temps. Je pensais que ça serait plus simple, mais on va y arriver au fur et à mesure. Et donc, si on accepte l'idée de jouer, non pas comme on a envie de jouer, mais comme le jeu a envie que l'on joue, donc c'est-à-dire si l'on comprend que le jeu a une partition qu'il nous faut respecter comme on respecterait la partition d'un morceau de musique pour effectivement jouer le morceau que l'on veut, le jeu en devient infiniment plus facile. Tous les jeux, il me semble, jusqu'à un certain point, sont de cet ordre-là. De Mario jusqu'à Zelda, en passant par One Finger Death Punch, Dark Souls, mais également les jeux de tour à tour, type Civilization, les Final Fantasy, les jeux d'arcade, je pourrais passer ça. Je pourrais aller très très loin. Chaque jeu a un rythme propre, qui se calcule de différentes façons, à mon sens. Il y a quelque chose qui est calculable via ce que fait justement Mathieu Triclot, dont j'ai cité les travaux jusqu'à présent, donc de rythme analyse, qui consiste donc à mesurer la durée entre deux inputs et puis voir les touches pressées, les mouvements que font les personnages, les avatars à l'écran pour avoir une idée de ces musiques-là. Et on sait que, par exemple, les speedrunners ou les super players ont souvent développé ce qu'on appelle des audio cues, c'est-à-dire des indices auditifs pour savoir quand agir, quand répliquer face à tel ennemi, telle situation de jeu, afin d'avoir la configuration la plus optimale. Donc, il y a le domaine musical qui n'est jamais trop éloigné de la question rythmique dans le jeu vidéo. Mais ça, c'est qu'une partie du problème. Parce que si vous prenez par exemple un jeu comme One Finger Death Punch, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure du fait que je perde par exemple, la difficulté du jeu s'adapte et donc mes inputs ralentissent, puisque le jeu ralentit. Et donc si on s'abstreint vraiment à ne regarder que la vitesse des inputs, on va tirer cette conclusion-là assez fausse de dire que comme j'appuie moins vite sur les boutons, ça veut donc dire que le jeu devient plus simple. Alors que c'est justement le contraire, c'est parce que le jeu ralentit qu'il devient trop compliqué. En réalité, dans un jeu comme One Finger Death Punch, le rythme du jeu va aller s'accélérant jusqu'au point où le joueur ne puisse plus vraiment gagner, et à ce moment-là, la vitesse du jeu va redescendre jusqu'à atteindre une valeur palier, une valeur seuil, équilibré, dans lequel le joueur va se sentir à l'aise. Et donc l'objectif du jeu, c'est à ce moment-là de lui proposer au fur et à mesure de faire remonter la vitesse pour qu'il s'améliore. Donc voilà, c'est un concept assez intéressant de gestion de la difficulté du jeu. Donc on ne peut pas, dans tous les cas, s'astreindre à juste observer la vitesse du jeu pour déduire la vitesse de pression des boutons, pour déduire ce qui se passe. Il y a aussi des questions d'enchaînement. Ici, c'est un stage dans lequel les mêmes 15 ennemis apparaissent toujours dans le même ordre sur l'écran. Mais ils vont au fur et à mesure de plus en plus vite. Et donc du coup, moi, je suis obligé de changer la façon dont je fais mes inputs, parce que des ennemis que je gérerai tout d'abord si dans la première vitesse de leur arrivée à l'écran,
deviennent trop rapides pour moi, et donc je suis obligé à un moment donné de privilégier un autre côté de l'écran pour ensuite revenir, et donc je vais changer mon rythme de jeu pour m'adapter au rythme que l'on me propose dans ce niveau. Donc de la même façon que le jeu imprime son rythme au joueur, et c'est in fine toujours ce que l'on cherche à atteindre, hein, un jeu, un développeur cherche, je pense, avant et surtout à communiquer ce rythme aux joueurs, puisque un rythme c'est aussi un message, hein. Le jeu vidéo dit des choses par son rythme. Et il faut être sensible au rythme des jeux pour le comprendre. Il y a une façon dont également le joueur parvient à imposer son rythme au jeu, au contraire. Phase de boss un peu plus longue que d'habitude, avec des ennemis, vous voyez, qui changent plusieurs fois de côté au fur et à mesure de la rencontre. Et donc, un peu de concentration. Et donc, si le jeu dit quelque chose avec son rythme en l'imposant au joueur, est-ce qu'il y a autre chose qui se produit au niveau communication? Est-ce que le joueur dit quelque chose au jeu en utilisant son propre rythme? Et ça, c'est quelque chose que je trouve, qui m'étonne aussi, on va dire, au niveau de la façon dont je considère le jeu vidéo. Et j'ai pas encore d'avis particulièrement arrêté sur cette question, que je trouve assez passionnante. L'un de mes péchés mignons en termes de jeux vidéo, c'est les let's play de niveaux de Mario, de type Mario Maker, et surtout ce que l'on appelle les Kaizo Mario, qui est un sous-genre très particulier de jeux Mario en 2 dimensions, type Mario World généralement, ou Super Mario Bros, qui sont particulièrement difficiles et qui demandent d'exploiter des compétences de Mario assez rares ou peu développées pour faire des prouesses de jeux de plateforme inédites, ou du moins que Nintendo n'oserait jamais proposer aux joueurs et aux joueuses, parce qu'à raison, elles seraient trop compliquées. Bon. Et dans ces niveaux Kaizo, alors si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un article de Gros Pixel sur le concept. Je vous y renvoie, hein. Également, vous tapez Kaizo Mario, Gros Pixel, vous allez tomber dessus. Il y a 2 types de niveaux Kaizo aujourd'hui dans la communauté, de ce que je peux voir. Ce qu'on appelle des niveaux Kaizo. Les premiers types de niveaux Kaizo... Ah, déjà un autre boss. Non, on va faire autre chose. Le premier type de niveau Kaizo est un niveau des types de niveau dans lequel l'incertitude se traduit immédiatement par une mort. C'est-à-dire que chaque niveau s'apparente à une véritable partition de musique que l'on doit suivre à la note près, parce que si l'on se trompe d'1 seconde en sautant, en prenant un objet, en lançant l'objet, ou que sais-je, on meurt immédiatement et donc on revient au prochain checkpoint. Donc c'est des niveaux que l'on doit apprendre par cœur et puis restituer sans se tromper une seule fois. Et lorsque vous regardez les super players, les joueurs habitués, essayer de terminer ces niveaux dans le cadre de compétition, d'events comme ça, de courses, vous voyez compte en fait que ils jouent tous plus ou moins de la même façon. Il y a quelques endroits où ils peuvent gagner ou perdre du temps en esquivant un saut ou en faisant un bug qui leur permettent de passer plus vite tel ou tel obstacle. Mais généralement, le but des constructeurs de Kaizo qui
opère dans cette direction-là, c'est précisément de limiter ces endroits de, de, de liberté offertes par les joueurs. Bon. Et puis vous avez une deuxième école, si je puis dire, de création de jeux Kaizo, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement exclusives. Vous avez maintenant des créations originales qui alternent entre ces deux modes de jeu, dans lequel les niveaux sont segmentés, on va dire, en micro-épreuves de plus en plus compliquées au fur et à mesure que le temps passe, qui demandent d'exploiter une caractéristique particulière du jeu ou du maniement du personnage. Et donc ce sont des moments un peu plus libres dans lesquels on voit vraiment les styles de jeu ressurgir. Il y en a qui seront plus hableurs, plus empressés, il y en a qui seront plus prudents, il y en a qui excellent dans tel type de mécanisme, d'autres qui au contraire ont plus de mal. Et je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais je pense qu'au même titre que pour les jeux de combat, dans lesquels ce type de phrases, d'expressions se rencontrent, je pense qu'il y a des styles. Il y a une stylistique du jeu vidéo qui se déploie ici. S'il y a une stylistique du jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment une stylistique non pas au niveau de la création, mais au niveau des joueurs, je pense que c'est dans cet endroit-là que l'on devrait le trouver. Vraiment la façon dont les joueurs impriment leur marque sur la façon dont ils traversent les niveaux. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a il me semble qu'on se concentre beaucoup en général sur la poétique et la stylistique de la production vidéoludique. D'une façon assez nette, assez claire évidemment. Le jeu vidéo a gagné ses galons en qualité d'œuvre artistique, d'œuvre culturelle, et donc il est très naturel que l'on s'intéresse au style des développeurs, des développeuses, des studios qui matérialisent ces visions-là. Mais il y a aussi une esthétique de la réception vidéoludique et du style des joueurs qui commence à apparaître. Alors, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les études de play, ce ne sont plus les game studies, mais les play studies, en jouant sur cette double expression, cette dichotomie game-play en anglais, qui s'intéresse davantage à la façon dont on joue, plutôt que de la façon dont on est joué, si je puis dire, par le jeu vidéo. Parce que de la même façon que l'on joue au jeu vidéo, le jeu vidéo joue de nous. De bien des façons, mais on parlera de ça peut-être une autre fois avec une autre opportunité de jeu. Je pense à des jeux qui pourraient se mouler délicieusement bien dans cette idée de jeu qui se joue de nous. Et je pense, oui, que l'on a tous notre propre sensibilité de joueurs et qui influence directement notre rapport à l'œuvre. Moi, par exemple, dans le cadre des jeux de plateforme notamment, je suis quelqu'un généralement d'assez empressé, d'assez agressif, la façon dont je vais aller au contact des objets. Je me rappelle d'une amie qui me voyait jouer un jour, à un moment donné, à un épisode de Mario en 3 dimensions et qui était horrifié des sauts dans le vide que je faisais, me rattrapant in extremis et ainsi de suite. Mais c'est vraiment comme ça que je joue. Et j'ai tendance à avoir un jeu très nerveux pour les jeux de combat, pour les jeux de... c'est la raison pour laquelle, par exemple, je n'aime pas du tout où je suis plutôt très mauvais avec les tactical RPG du type Final Fantasy Tactics, etc. Parce que je suis incapable de faire une stratégie prudente et mesurée, de connaître mes forces. Non, moi généralement je fonce dans le tas jusqu'à ce que ça passe. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que ça va avec, que j'aime tellement faire mes jeux à 100% en fait. Dès que je le peux, dès que je sais que ça m'est inaccessible, j'aime bien finir les jeux à 100%. Faire toutes les quêtes secondaires, trouver tous les secrets,
toutes les armes, tous les dialogues, tous les colis fichés. Et ce, même si je n'utiliserai pas toutes les options qu'on m'offre à partir de là. Hein, eh bien, dis donc. Alors, là, vous avez un cas parfait de perte de rythme du jeu. J'aligne les fausses notes. Et il me faut un petit temps pour me recalibrer au style du niveau et à la vitesse. Voilà. Ah! Ça devient de plus en plus compliqué. On va essayer de survivre. Même si je pense pas y parvenir. Non. En parlant avec vous, c'est trop compliqué. Mais c'est ça que je trouve... C'est un exercice qui me plaît. J'essaye des trucs. Vous êtes trois spectateuristes ce soir. Je sais pas si vous m'entendez encore ou si vous mettez cette vidéo en sourdine. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien essayer. Parce que de la même façon que nos champs disciplinaires complémentaires nous permettent d'atteindre une meilleure vérité ou d'être au plus proche de la vérité, la façon dont on le dit nous permet aussi d'expérimenter des régimes de vérité différents qui nous permettent de mieux comprendre souvent notre objet. Et donc j'aime expérimenter merci, j'aime expérimenter bien des choses différentes. Voilà, ça, je ne sais pas si je ferai ces streams, voilà, à un moment donné j'arrêterai vraisemblablement, ne serait-ce parce que le manque de retour est toujours un peu décevant, évidemment, bon, c'est comme ça. Mais ça permet de faire travailler aussi la réflexion. On ronronne dans la réflexion si on reste... si on dit les choses toujours de la même façon. On ronronne si on dit tout le temps la même chose, mais on ronronne si on le dit aussi tout le temps de la même façon. À mon goût. Eh bien. Ah, mais je vais me fâcher, là. Ah, j'adore ce jeu. C'est vraiment un concept... vraiment... ridicule, si je puis dire. Je sais pas si le terme de ridicule est à propos, mais du moins, c'est vraiment un concept des plus simples, mais qui fonctionne très très bien. Et c'est vraiment un cri d'amour au film de Kung Fu que je peux tant aimer, de Jackie Chan, de Bruce Lee, qui m'énergise toujours avec... pendant des nuits durant. Donc voilà, c'était un peu ces petites questions de rythme qui m'intriguaient. Parce qu'on peut vraiment sentir ça. Vous avez des jeux qui sont discordants. Je sais pas si vous avez déjà envisagé les choses comme ça. Mais vous avez des jeux avec lesquels vous n'arrivez pas à trouver le rythme. Ce sont des jeux qui ne sont pas forcément mauvais, ce sont des jeux qui sont pas forcément sans attrait, mais lorsque vous les essayez, vous sentez qu'il y a un départ entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, et ce que le jeu attend de vous. Et ça vous empêche parfois et très longuement de les apprécier. A l'inverse, vous avez des jeux... qui vous plaisent immédiatement au niveau du rythme. Donkey Kong Country 2, auquel j'ai joué la semaine passée, est un jeu qui immédiatement, au niveau du rythme, m'a plu incommensurablement, alors que le premier, qui a un rythme pourtant très proche, m'avait moins emballé. Il était un peu plus poussif au niveau de l'enchaînement des ennemis, des environnements, des pièges. Il manquait une certaine poésie, une certaine connaissance du vers, si je puis dire. Voyons, qui
qui me manquait particulièrement. Bon. Et puis vous avez des jeux qui, lorsque vous y revenez quelques années plus tard, trouvent un nouveau rythme à vos oreilles et à vos mains. Hein. C'est ce qui s'est passé pour moi beaucoup avec les jeux de rôle type Final Fantasy, les JRPG, comme on dit, qui est un rythme de jeu auquel je m'étais essayé quand j'étais assez jeune, quand j'avais une dizaine d'années, parce qu'à l'époque du premier Final Fantasy 97, j'avais 11 ans, c'était le gros jeu à la mode, donc je l'avais acheté, et il ne m'avait absolument pas plu, justement parce qu'il demandait un peu plus de mesure dans l'action auquel je n'étais pas habitué, et j'y suis revenu quand j'étais adolescent, quand j'étais plus vieux, quand j'étais au lycée, et là par contre je suis tombé davantage sous son charme, au point que maintenant voilà, les JRPG j'en fais à intervalles réguliers. J'ai découvert depuis les Dragon Quest qui sont pour moi voilà, les meilleurs représentants de ce genre particulier du JRPG, plus que les Final Fantasy d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Et oui, il y a eu un moment donné où j'ai dû trouver le rythme du jeu, par l'expérience, par le fait de grandir. Et de la même façon qu'il y a des musiques qui nous reviennent que plus tard, quand on grandit, quand on mature un peu, ben ainsi en est-il du jeu vidéo. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir à quel point il a su se faire une place dans l'univers culturel aussi par ce biais-là. Bon. Je pense avoir fait le tour en fait de cette notion de rythme. Et puis je vois que voilà, ça fait à peu près 2 heures que je parle finalement, hein, sans grande interruption. Donc je vais faire un peu court ce soir, je pense, surtout que comme il n'y a pas beaucoup de monde sur le chat, bon, je perds un peu l'intérêt de l'exercice. Et donc je préfère, quitte à soliloquer, garder ça pour un épisode de ludographie, de podcast, plutôt que de le faire en visio, même si bon, c'est un exercice que j'aime bien néanmoins. Donc je vais quitter. Hop. Vous voyez, il y a encore des... J'avais terminé le mode student à l'époque, et puis j'avais perdu ma sauvegarde malheureusement, et je n'avais pas refait le premier épisode. J'avais surtout fait le deuxième que j'avais fini à fond. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir, pour ce petit, voilà, à peu près 2 petites heures de temps. Donc moins de participation ce soir par rapport à d'autres, tant pis. J'espère que cette vidéo voilà, sera regardée en replay. Elle sera disponible sur YouTube prochainement également. D'ici là, bah, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée quand vous regarderez ça en replay, si vous le regardez tel ou tel jour, et puis sans doute à la semaine prochaine pour un nouveau stream sur un sujet que je n'ai pas encore choisi, hein, mais que je donnerai sur Discord et sur Twitter. Voilà, bonne soirée à toutes et tous, bonjour, à la prochaine fois, et puis voilà, salut!